Destin mécanique. Depuis toujours, je suis fasciné par les véhicules à moteur et cette passion ne m'a jamais quitté. En grandissant, j'ai découvert un autre plaisir, celui d'écouter les gens me raconter leur vie. C'est en réunissant ces deux univers que l'idée de ce podcast est née. Je vous emmène à la rencontre de ces femmes et ces hommes, inconnus ou méconnus, qui vivent cette passion à travers leur métier, la compétition, la collection, le rare et sous bien d'autres formes encore. Laissez-moi vous partager ces parcours captivants, remplis de défis, d'émotions et parfois de nostalgie. Je suis Laurent et vous écoutez Destin mécanique. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes. Soyez les bienvenus et merci de prêter l'oreille à ce nouveau numéro de Destin mécanique, le podcast 100% passion et 100% moteur. NA, NB, NC et ND. Derrière ces codes se cachent 4 générations d'une icône du plaisir de conduire, la Mazda MX-5. Plus d'1 million d'exemplaires se sont vendus depuis la fin des années 80. Et bien plus qu'un immense succès commercial, cette voiture transforme la conduite automobile en un véritable moment de plaisir. Essayer pour la première fois une MX est un moment inoubliable et bien souvent une révélation. Trouver un passionné de MX-5 n'est donc pas difficile, mais la personne que nous allons découvrir aujourd'hui est allée encore plus loin dans sa passion pour ce modèle, au point d'en faire son métier. J'ai donc le grand plaisir de vous partager ma rencontre avec Guillaume, qui me fait la gentillesse de me recevoir chez lui, chez Miata Planet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, avant de rentrer plus en détail dans la présentation et dans l'histoire de Miata Planet, peux-tu te présenter en quelques mots ? Voilà, moi c'est Guillaume, plus connu sous le nom de Gigi, j'ai 29 ans et voilà, je suis l'heureux patron de Miata Planet. On va préciser une dernière petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Une fois que ce podcast est enregistré et diffusé, il sera réécoutable pendant des décennies. Donc on va juste préciser aux auditrices et auditeurs que ce podcast est enregistré en février 2026. Avant de parler de ton concept de Miata Planet, parle-nous un peu de l'origine de ta passion pour cette voiture. Est-ce que tu te rappelles de ta première rencontre avec une MX ? Alors oui, la première MX que j'ai eu la chance de voir, j'étais tout petit. C'est la MX du cousin par alliance de ma maman, qui est une NA, donc pour les amateurs, c'est la première génération avec les feux escamotables. Qui s'étalait de quelle année à quelle année ? Qui a commencé en 1989 jusqu'en 1997. Ok. Et alors c'est un véhicule que lui a acheté neuf en 1990 chez Mazda, qui possède toujours 36 ans plus tard, et j'ai eu la chance il y a quelques années de la remettre en ordre pour qu'il puisse en profiter. Donc c'était vraiment un plaisir de travailler, on va dire, sur celle qui a lancé cette passion. Toi, ta première Mazda personnelle que tu as achetée, ça remonte à quand ? Alors ma première MX que j'ai toujours d'ailleurs, qui est une NB, je l'ai achetée il y a 8 ans maintenant. À partir de quand as-tu ressenti le besoin ou l'envie de t'occuper toi-même de la maintenance de ta MX ? C'est venu un petit peu par moi-même, étant passionné de ça. Je trouve que la MX, pour la personne qui a envie de se lancer ou d'apprendre en mécanique, c'est vraiment le véhicule idéal. Donc tu n'es pas du tout du métier, tu n'es pas mécanicien, tu as appris ça sur le tas et par expérience. Exactement. Est-ce que tu as eu dans ce parcours initiatique, on va dire, un ami mécanicien qui t'a un peu servi de tuteur ou de moniteur là-dedans, ou Internet, ou comment tu as procédé ? Alors malheureusement non, j'aurais vraiment adoré. Mais par contre, j'ai pris un petit peu chaque personne que je voyais travailler ou faire de la mécanique. J'ai toujours été très attentif à ça et j'ai essayé de prendre, on va dire, un petit peu ce que chacun voulait bien me donner, et j'ai fait un mix de tout ça. Quand t'est apparue l'idée de mettre tes talents au service d'autres propriétaires ? Alors, c'est venu avec le Covid. Donc en 2019-2020, j'ai perdu mon travail. J'étais voiturier, donc plus d'hôtel, plus de resto. Donc fatalement, je me suis retrouvé sans rien. Et il fallait que je trouve quelque chose.
Et c'était vraiment le moment idéal. J'habitais encore chez mes parents à l'époque, donc j'avais pas trop de risques. Donc je me suis lancé un tout petit peu après le Covid. C'est quoi les premiers pas pour ouvrir un garage, pour se lancer dans une activité professionnelle ? Il y en a beaucoup. D'avoir l'idée, on va dire. Ouais. Et puis ensuite de concrétiser cette idée-là, je vais dire de dépasser ses peurs, parce que je pense que des idées de business, je pense que tout le monde en a. Malheureusement, tout le monde ne va pas jusqu'au bout de la chose. Donc je dirais, c'est avoir l'idée et puis ensuite concrétiser cette idée coûte que coûte, peu importe ce qui se passera, il faut y aller, quoi. Par rapport à toutes les procédures administratives, il y a des choses absolument à faire ou des organismes à contacter, ou bien ça part un peu dans tous les sens? Alors moi personnellement, je me suis vraiment lancé seul, sans aucune aide administrative ou quoi que ce soit. Okay. Maintenant j'ai un excellent comptable avec qui j'entretiens de très bonnes relations, qui m'aide et qui m'aiguille plus que ce qu'il ne devrait, n'étant pas très bon, on va dire, dans l'administratif. Il m'aide aussi pas mal à ce côté-là, et je crois que c'est très important dans n'importe quel secteur quand on se lance, c'est d'être entouré de personnes qui savent faire ce que nous on ne sait pas faire. Tout à fait. Est-ce que dans tout ce processus tu as connu des petits moments de découragement ou de doute où tu t'es dit non, ça va pas le faire, ou c'est trop lourd? J'ai pas envie de dire tous les jours parce que sinon on va me prendre pour un dépressif, mais je crois que ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Avoir des moments de doute et de découragement. Et une fois de plus, je crois que ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Est-ce qu'on se laisse décourager? Est-ce qu'on reste là ou pas? Donc oui, des moments de doute et découragement, il y en a effectivement souvent. Ça m'arrive encore à l'heure actuelle. Bien sûr. Et heureusement que j'ai des gens qui m'entourent qui parfois croient plus en mon projet que moi-même. Tu as bénéficié en tout cas, tu as un soutien moral de la famille, d'amis ou ce genre de choses? Niveau familial, j'ai énormément de chance parce qu'il faut quand même se mettre à leur place, avoir son fils ou son petit-fils qui n'a aucune formation en mécanique et qui du jour au lendemain a envie de lancer un garage, qui plus est spécialisé dans un seul modèle, cabriolet 2 places en Belgique. Je crois que c'est normal d'avoir des doutes et tout ça, mais en tout cas, ils m'ont toujours soutenu et poussé, même dans les pires moments, et je crois que c'est le plus important. Ouais, c'est important. On va parler du présent. Alors, ton garage, il est situé où? Alors, pour le moment, il est situé à Hellessine, donc on va dire que c'est pas loin d'être le centre de la Belgique. On est à 40 minutes de Bruxelles, 40 minutes de Liège, plus ou moins la même chose de Namur et de Charleroi. Donc c'est vraiment très bien situé. C'est un local que tu as trouvé comme ça au fil des recherches ou c'est mon 3e local. C'est mon 3e local, donc je suis toujours à la recherche, on va dire, d'agrandissement. Ça aussi, il y a effectivement le côté passion et puis il y a le côté entrepreneur qui a envie de faire grandir son entreprise. C'est venu un peu comme ça. Je veux dire, j'étais au courant qu'il y avait un zoning qui était en train de se construire ici. Et donc j'étais un des premiers occupants. J'ai pu... pendant même la construction, trouver les différents propriétaires pour pouvoir m'installer le plus vite possible. Tu as une idée de la superficie que tu as ici? Alors ici, on a plus ou moins 200 mètres carrés. Le garage juste avant où j'étais, c'était 100 mètres carrés, donc on a doublé. Maintenant, j'espère qu'on pourra encore doubler dans les prochains mois. Je me faisais exactement la même réflexion. Vu comment c'est bien rempli, tu peux franchement doubler. Oui, je pense aussi. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive le matin, que tu ouvres la porte de ton garage et que tu rentres dans ton garage officiel? C'est une fierté quelque part. C'est une fierté, c'est clair. Mais effectivement, en tout cas, tous les matins quand je me réveille, j'ai la banane, j'ai qu'une envie, c'est d'arriver ici et de faire ce que j'aime. C'est quoi tes interventions les plus courantes sur l'AMX? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas d'intervention plus courante qu'une autre. Je vais dire l'intervention la plus courante, c'est de l'entretien, garder le véhicule en état, parce que les NA ont quand même maintenant 35 ans, donc elles ne se font plus toutes jeunes. Je dirais c'est de l'entretien, mais ça peut aller de la vidange à la distrie, au remplacement de plaquettes. Voilà, ça on va dire c'est le plus gros du boulot. Et à côté de ça, on fait un petit peu d'optimisation aussi pour les clients. Par rapport à l'étendue des modèles de Mazda, comme tu dis, le premier a 35 ans, donc c'est une autre conception. Est-ce que tu as remarqué
pas des défauts de conception, mais des points d'attention sur telle et telle génération. Est-ce qu'on peut en parler ? Alors, le plus gros point, on va dire négatif, ça concerne la deuxième génération, donc la NB et son facelift, donc NBFL. En fait, c'est les longerons à l'avant. Donc, la NA était trop résistante pour le crash test, en fait. Donc, quand on est passé dans les années 2000, peu avant les années 2000, la NB devait se plier beaucoup plus que la NA. Et donc, Mazda s'est dit qu'ils allaient mettre des longerons en espèce de millefeuille, avec 2 tôles. Et en fait, le problème, c'est qu'avec les années, l'humidité vient entre ces 2 tôles et pousse de l'intérieur. Donc ça, on va dire, c'est vraiment le gros défaut de conception, mais ce n'est que sur ce modèle-là. Après, sur la NC, ça a été rectifié. On peut parler un petit peu de la communauté MX5, bien sûr, qui est quelque chose d'assez soudé. Je suis moi-même propriétaire d'une MX et j'ai découvert ça aussi. Il y a une vraie communauté MX. Il y a une vraie communauté MX5 et pour moi, ce n'est que mon avis personnel. Elle a beaucoup plus d'intérêt que le véhicule en lui-même. Ah oui. C'est une super bagnole. J'en suis amoureux. Bah oui, forcément. Voilà. Ouais. Mais la communauté, c'est encore quelque chose d'encore différent et pour moi de plus beau que la voiture en elle-même. Par rapport à ton activité ici de réparation et maintenance, est-ce que tu as développé ou est-ce que tu vas développer des partenariats avec certains fournisseurs et en faire bénéficier les clients ? Alors oui, j'ai mes fournisseurs, on va dire classiques, traditionnels de pièces détachées, quoi. Entretien, tout ça, les consommables. Et alors, maintenant, depuis fin 2025, j'ai un partenariat avec KW, qui est une marque de suspension assez connue et reconnue. Donc, je peux faire bénéficier mes clients de cette marque incroyable. J'ai passé 3 jours en Allemagne à l'usine chez eux pour une formation. Et voilà, proposer un produit de cette qualité-là à ses clients, c'est vraiment le top, quoi. Ça apporte une vraie plus-value au véhicule, en termes de comportement routier. Ça apporte une vraie plus-value, peu importe la génération. J'installe très souvent des suspensions KW sur les ND, donc sur les tout derniers modèles. Mais c'est vrai que pour les gens qui ont des modèles plus anciens, bénéficier d'une suspension d'une technologie 2026 sur un véhicule de 35 ans, c'est vraiment incroyable. On ressent une vraie différence. Tout à fait. Tu fais de l'optimisation châssis, un petit peu moteur. Un petit peu moteur dans la limite du raisonnable, comme on est en Belgique. Et évidemment. On est très très limité par rapport à certains de nos voisins. Donc on reste dans la limite du raisonnable. Maintenant, si le client a l'envie de faire une caisse vraiment piste, comme nous on a ici au garage, là alors à ce moment-là on n'a plus de limite. Oui, c'est ça. Par le rapport budget, aux la limite. exigences. Voilà, exactement. C'est toujours ça le même problème. À côté de ça, ton optimisation, la maintenance et la réparation, parce que malheureusement. Ça arrive que ça casse aussi. C'est ça. Est-ce que tu proposes des services annexes comme le passage au contrôle technique ou ce genre de choses ? Alors oui, le contrôle technique, je le fais. Et d'ailleurs, j'adore quand mes clients me déposent un véhicule et qu'ils me la laissent pour le contrôle technique, parce que le contrôle technique auquel je vais est à 5 km du garage. Donc s'il se passe quelque chose à 10h du matin au contrôle technique, je peux tout à fait avoir le temps de revenir au garage, de réparer la voiture et de la repasser le jour même. Tandis que quand c'est le client qui dépose sa voiture, réparation, puis repartir, aller lui au contrôle, il peut toujours arriver, malheureusement le contrôle technique belge n'est plus une science exacte, donc c'est toujours difficile de dire au client est-ce que ça passera ou ça ne passera pas. Donc effectivement quand les voitures restent chez nous et qu'on peut les passer au contrôle, je trouve qu'il y a une bonne plus-value autant pour le, pour le propriétaire du véhicule que pour nous, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, un vrai service de A à Z. Voilà. Est-ce que tu fais de la vente de véhicules d'occasion ? Je fais de la vente de véhicules d'occasion. Allez, ça tourne, on va dire, entre 30 et 35 véhicules par an, plus ou moins. MX toujours ? Que des MX, rien que ça. Et en général, que la première et la deuxième génération. Voilà. NA, NB à la vente.
Les autres pas, mais tous les jours à l'entretien, quoi. Est-ce que les personnes qui nous écoutent et qui commencent à craquer pour la MX peuvent éventuellement venir vers toi et te dire tiens, je recherche ceci, Alors, cela? bien sûr, j'ai un service de recherche. J'ai des clients qui me contactent et qui veulent absolument tel ou tel modèle pour tel budget. Et je le prends un petit peu comme un petit jeu, comme un petit défi, en essayant de leur trouver leur perle rare. Et c'est très chouette quand on y arrive. C'est quoi le profil type du propriétaire de MX, peut-être selon les générations? Est-ce que les gens sont plus voiture full origine ou au contraire tuning préparation? Parle-nous un peu de tes clients, ceux que tu as habituellement. Alors, ça, c'est ce que je préfère vraiment avec la MX5, c'est qu'il n'y a absolument pas de profil, en fait. Ah oui. Peu importe la génération de la voiture, on peut avoir donc une ENA... et son propriétaire peut avoir 25 ans, peut en avoir 85. Ah ouais. Et pour la ND, c'est pareil. Et pour la ND, la NC, la NV. Enfin, les 4 générations, c'est vraiment pareil. Maintenant, vu la cote de l'ANA, on va dire que les personnes qui achètent ça maintenant sont un peu plus âgées. Et reste, on va dire, la NA vraiment full origine, full stock. Mais ça, c'est que depuis 2-3 ans. Mais voilà, j'ai des clients très jeunes qui ont des NA toutes modifiées. J'ai des clients plus âgés qui ont des voitures modifiées aussi, comme des plus jeunes qui ont des voitures full origine. En fait, il n'y a absolument aucun profil type et c'est ça que j'adore. Donc la NA commence à atteindre une cote un peu... Bah, ça commence à devenir maintenant vraiment une voiture de collection. Oui. Et on le remarque aussi quand il y en a une en vente, par exemple. Souvent, les gens ont 2, 3, 4 voitures de collection avant. Et voilà, ils achètent ça un peu pour mettre dans leur collection, parce que c'est un petit cabriolet fun, avec des feux escamotables et tout ça, tandis qu'avant, c'était vraiment passionné. Oui, passionné, le plaisir de conduire. Ouais, donc le danger, entre guillemets, c'est la spéculation, c'est parfois la cote qui va un peu flamber parce que des gens spéculent ou misent là-dessus. Voilà, il faudra se rabattre sur d'autres modèles. Le modèle qui est un peu dans le creux au niveau de la cote et qui est très sympa. La NC, pour moi. La NC, c'est celle qui cote le moins. Par exemple, une belle NB vaut plus qu'une belle NC. C'est un petit peu la mal aimée, mais en tout cas, pas chez Miata Planet. Il n'y a absolument pas de mal aimé. Tu as bien vu en rentrant ici. Il y a de tout. Je crois que les 4 générations sont présentes, donc il n'y a vraiment pas de mal aimé chez nous, en tout cas. C'est un peu l'exploit qu'a réussi Mazda, c'est qu'il a pu faire évoluer son véhicule sans trop le dénaturer, sans trop l'alourdir. Enfin, évidemment, y a la modernité et les aides à la conduite qui la rendent un peu plus lourde que l'origine, mais ça reste un véhicule quand même plaisir et très sympa à rouler. Tout à fait. Alors pour la petite information, la ND, donc la toute dernière génération, c'est la plus légère de toutes. Ah oui, ok. Avec GPS, siège chauffant, donc c'est vraiment un exploit qu'a fait Mazda d'intégrer toute cette électronique qu'on est obligé d'avoir à l'heure actuelle, question de sécurité et de modernité également. Et ils ont réussi à intégrer tout ça et pourtant elle est encore plus légère que les autres, donc c'est génial. Et on peut passer de l'une à l'autre sans être dépaysé. On reste exactement dans la même philosophie, donc c'est ça qui est génial. Est-ce qu'on peut te croiser à des meetings ou à des événements en dehors de ton garage et si oui, lesquels ? Alors, je fais 2 événements par an, les 2 qui se trouvent à Spa-Francorchamps. Donc, il y a les brûleurs de gomme ici au début avril où je serai présent. Et la Spa Asia au mois d'août également où je serai présent. Donc tu as un stand ? J'ai un stand pour les deux événements, tout à fait. Brûleur de gomme, vu la notoriété, on va dire, de l'événement. Oui, ça devient... L'organisateur limite le nombre de modèles, ce qui est tout à fait normal. On n'a pas envie de voir 50 MX comme on n'a pas envie de voir 50 Golf non plus. Donc on ne sera pas énormément. Mais c'est toujours un plaisir de rencontrer, même ceux qui sont déjà clients, peuvent me voir dans un cadre différent que le cadre du travail. Donc c'est très chouette. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut suivre un peu ton actualité ? Alors bien sûr, sur Instagram et sur Facebook, Miata Planet, tout simplement. C'est les deux réseaux sociaux, on est assez actifs là-dessus. Si on veut te contacter pour un rendez-vous ou des renseignements ? Alors le plus simple, c'est par messagerie WhatsApp, parce que je peux répondre vraiment quand je sais. Sinon par mail ou les appels, ça c'est toujours un petit peu délicat, parce que comme je suis seul, si je suis avec un client, je ne sais pas forcément décrocher, ou voilà. Donc le plus simple, c'est vraiment la messagerie WhatsApp et les mails.
Comment tu te vois évoluer dans ton garage? Comment tu vois évoluer ton garage? Tu nous as parlé peut-être une relocalisation, en tout cas chercher une surface plus grande. Tout à fait. Ouais. Ça viendra quand ça viendra. Ouais. C'est pas du tout le genre de truc. Je suis pas pressé, on va dire. Okay. J'ai un garage qui me convient. Pour les clients qui nous écoutent et qui ont connu le garage avant, je pense qu'il y a une belle évolution, parce qu'on n'avait pas d'eau courante dans l'ancien garage. On en était là. Donc c'est déjà une belle évolution. Donc on n'est pas pressé. Enfin, je suis pas pressé à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que l'aide, avoir quelqu'un, avoir 2 ou 4 mains en plus, ça commence vraiment à devenir une priorité ici. Dans l'immédiat, est-ce qu'il y a des changements prévus au niveau de Miata Planète? Dans l'effectif, oui. Je vais être bientôt aidé, pas à temps plein, mais je vais avoir 2-3 jours semaine ici, quelqu'un qui m'aide pour tout ce qui est administratif. Important. Donc pour moi, c'est déjà un grand pas, oui. Est-ce que tu vois un changement au niveau de l'engouement ou de l'intérêt pour cette voiture? Alors oui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'engouement et d'intérêt pour cette voiture. Je pense que les réseaux sociaux, ils sont aussi pour quelque chose. Maintenant, depuis quelques années, il y a TikTok qui est très utilisé par la plus jeune génération. Et voilà, la Miata, c'est tout mignon, c'est tout kawaii, comme on dit, avec ses petits feux escamotables. Donc je pense qu'il y a eu un regain d'intérêt. En tout cas, moi, sur bientôt 6 ans que je fais ça, entre les 3 premières années et les 3 dernières, je vois déjà la différence sur si peu de temps. Oui, écoute, pourvu que ça dure. Bien sûr. C'est pour le bien de tout le monde. Le modèle qu'il faut acheter avant que ça ne grimpe de trop, c'est l'ANC. L'ANC, maintenant, est-ce qu'elle montera autant que les autres ou pas, c'est difficile à dire. Ouais. Je pense que n'importe laquelle, que ce soit une NA, Manan ou une NB, c'est difficile de dire où est-ce que ça s'arrêtera. En 5-6 ans, elles ont triplé de prix. Donc, c'est difficile de dire où ça s'arrêtera. J'espère que ça n'atteindra pas des sommets non plus, parce que je pense que c'est ce qui a fait sa force aussi, c'est d'être un petit véhicule accessible. C'est pour ça que Mazda l'a créé à la base, qu'elle reste accessible. C'est vrai, quand on regarde certaines chaînes YouTube, quand il y a des comparatifs de voitures plaisir pour un budget de moins de 5 000 ou moins de 10 000, on retrouve très souvent des MX, parce que c'est vraiment le bon compromis prix-plaisir. Tout à fait, même encore à l'heure actuelle, même une très belle NB à 7-8 000. Franchement, pour ce prix-là, j'ai du mal à imaginer ce qu'on pourrait acheter d'autre. Peut-être ton avis sur la tendance actuelle des véhicules, l'électrification, l'hybridation, les assistances électroniques, tu vois ça comment, toi qui es fan de voitures un peu à l'ancienne? Je pense que c'est une suite, on va dire, presque logique. Okay. La voiture, si on prend sur ces 30 dernières années, a quand même évolué énormément. Donc voilà, c'est sûr que chaque changement demande son lot d'habitude, comme tout. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Ça, voilà, je pense que l'avenir nous le dira. Ouais. Est-ce qu'elles tiendront autant longtemps que nos vieilles guimbardes? Ça, je ne sais pas. Ouais. Moi, je roule en hybride tous les jours, donc j'utilise aussi une voiture moderne. Et ça ne me pose pas de problème du moment qu'on ne l'impose pas aux gens. Okay. C'est surtout ça le plus important. Okay. Y a-t-il un sport mécanique qui te passionne particulièrement? Est-ce que tu te réveilles la nuit pour voir telle ou telle course? Alors pas du tout, je me réveille la nuit pour faire mes devis, ça oui, mais pas pour regarder des courses malheureusement. Donc je ne suis absolument pas du tout passionné par un sport mécanique. Je suivais la F1 il y a très longtemps, quand il y avait encore Schumacher, j'étais encore enfant. Ouais. Mais depuis qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, je ne suis plus du tout le sport mécanique. Tu as un peu répondu à ma question, est-ce qu'il y avait un pilote que tu as admiré ou que tu admires encore actuellement, ou une personnalité du monde automobile? À part Schumacher, non, personne. Ça s'est arrêté. Non. Est-ce qu'éventuellement tu suis d'autres influenceurs auto sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux? Suivre, c'est un grand mot, parce que je suis vraiment, on va dire quasiment H24, la tête dans Miata Planète. Même à la maison, il y a toujours une idée, une pensée qui me ramène à ça. Ouais. Et ça me convient très bien. Ouais. Maintenant, oui, il arrive que je tombe sur des youtubeurs à gauche, à droite, mais pas vraiment, je ne suis pas vraiment ces gens-là. C'est vraiment de temps en temps que je tombe dessus, mais par pur hasard. Quoi. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui aimerait se lancer dans une activité commerciale en lien avec sa passion? Tu nous as déjà un peu dit, c'est croire au projet, coûte que coûte. Croire au projet,
avoir des gens qui y croient, hein, même parfois plus que nous. C'est important d'avoir un soutien moral et émotionnel, je pense. Maintenant, il y aura toujours des gens qui essayeront de nous déstabiliser ou pour se rassurer eux-mêmes, de nous dire que c'est pas possible. Bah, ce type de personnes-là, voilà, il vaut mieux pas l'écouter. Et parfois, malheureusement, ça vient également de nos proches, parce que bien sûr, il y a aussi le fait que nos proches veulent le meilleur pour nous. Donc, est-ce que se lancer comme ça au casse-pipe, est-ce que c'est ce qu'on rêve pour un enfant? Peut-être pas. Maintenant, moi, la chance que j'ai eue, c'est que même si au début, ils étaient peut-être pas à 100% dedans, aujourd'hui, ils y sont, mais à 300%. Je vais aux événements, mes parents m'aident à monter mon stand. J'ai ma sœur qui est avec moi. J'ai vraiment, au niveau familial, je suis vraiment un gros vénard. Ça, c'est clair. C'est vrai que quand la porte du garage s'ouvre, on voit que ça marche bien. C'est rempli de véhicules. Donc, tes détracteurs, ils sont, pour le coup, ils sont passés à côté de l'occasion de se taire. Après, c'est ce qui fait une force aussi. Je pense que toute personne qui fait quelque chose aura des détracteurs. Maintenant, je pense que le meilleur moyen de prouver, mais surtout de prouver à soi-même, c'est d'y arriver coûte que coûte. Et voilà, sans aucune revanche ou sans aucune animosité. Tu fais ta route. Voilà, c'est ça. Moi, maintenant, il y a des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont essayé de me mettre plus bactère, et ça a été ma plus grande force. De me dire non, je leur prouverai que ça ira, et effectivement, pour le moment, on touche du bois, pour le moment, ça va. Ta MX de rêve idéal, tu mets quoi dedans? C'est quelle génération et tu mets quoi dedans? Alors, moi, ma MX de rêve, je l'ai déjà, c'est ma toute première, qui est pourrie jusqu'à l'os, parce que, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté il y a 8 ans, qui a aujourd'hui 360 000 km, qui est toute découpée aux ailes arrière parce que bien évidemment maladie oblige, et bon, n'étant pas carrossier, ce sera pas moi qui la remettra sur la route, mais pour moi c'est grâce à elle que Miata Planet existe. Donc pour moi c'est elle la plus importante, même si effectivement en termes de valeur monétaire elle ne vaut pas grand chose, mais pour moi c'est la plus importante. Avec toujours un budget limité, une surface illimitée aussi, tu mets quoi dans ton garage de rêve? Que ça soit des délits, que ça soit des véhicules de piste ou de collection pour rouler le week-end, c'est quoi tes rêves automobiles? Déjà un garage de rêve sans MX, ce serait pas un garage de rêve. Donc déjà une MX, on va dire pour la route, et une MX pour le circuit, ça ce serait déjà pas mal. Et puis alors une belle 911 pour tous les jours. Je suis étant passionné, j'étais voiturier et chauffeur privé avant, donc je pense que les Porsche et les MX, c'est les deux voitures que j'ai conduit le plus dans ma vie. Donc j'ai toujours ce petit rattachement à Porsche qui est assez présent. C'est ça, c'était aussi une belle question. C'est quel véhicule t'a le plus impressionné? Peut-être Porsche. Un modèle en particulier? Un modèle en particulier, en fait je trouve, même si c'est deux mondes totalement très éloignés, je trouve que peu importe la génération des MX, on s'assied dans une MX5, on sait qu'on y est, et je retrouve ça chez Porsche. Peu importe la Porsche, ça peut être un Cayenne comme une GT3 RS, et pourtant dès qu'on s'assied dedans, on sait qu'on est dans une Porsche. Et c'est ça que j'aime, c'est que je retrouve un petit peu ce côté-là dans les MX aussi. On peut rappeler tes réseaux sociaux, Miata Planet sur Facebook. Sur Facebook et sur Instagram. Le garage est situé à Hellessine. Tout à fait. Pour te contacter, on regarde le numéro de téléphone et on te contacte par messagerie WhatsApp. Tout à fait. On rappelle que tu es disponible pour la maintenance, pour les passages en contrôle, pour la préparation, optimisation. Tu nous as parlé de ton partenariat avec KW. Tout à fait. Pour la vente également, ou la recherche, même si
j'ai un ou plusieurs véhicules en vente, mais qui ne correspondent pas forcément aux critères du client, il peut toujours venir me trouver et je ferai le nécessaire pour trouver sa perle rare. Ouais, en fonction du budget, Tout évidemment, que les gens ont. Bien sûr. Merci Guillaume de m'avoir reçu chez toi, aussi bien reçu, je dois dire. Avec plaisir. Je te souhaite plein de succès pour la suite. J'invite bien évidemment les propriétaires de MX à venir vers toi pour l'entretien, pour la réparation. Alors il n'y a aucun doute, leur voiture sera confiée aux soins d'un vrai passionné avec un vrai service. Et pour celles et ceux qui n'ont pas le plaisir de rouler en MX5, on les invite à s'intéresser de près à cette formidable voiture et éventuellement à te contacter. Voilà, ou de venir tout simplement voir, par exemple, au brûleur de gomme ou à la Spa Asia. Oui. Y a beaucoup de gens qui m'ont acheté des MX dans le futur et on s'est croisés à cet événement-là. Et fatalement, quand on passe devant un stand où il y en a 30 ou 40, ça attire l'œil, on va dire. Ouais. Donc j'ai beaucoup de gens aussi où le premier contact a été un de ces deux événements-là, quoi. Ah oui, donc d'où l'importance d'aller te voir là-bas et ne pas hésiter à t'aborder et à te poser toutes les questions. Tout à fait, bien sûr. Tu es hyper disponible et ça c'est vraiment ce qui ressort quand on mène sa petite enquête sur toi et sur J'essaye en tout cas. Et sur Ta Planète. Quant à moi, je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à écouter ou réécouter les anciens numéros et à me suivre sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de diffusion. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Destin Mécanique, le podcast 100% passion et 100% moteur. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes.